Bonjour, bonjour public en délire. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, Marie-Christine Bernard, je suis enseignante au département de lettres. Je suis aussi intervenante au Centre autochtone du Collège d'Alma. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Centre autochtone du Collège d'Alma? C'est une structure d'accueil et d'accompagnement pour nos étudiants qui viennent des communautés plus éloignées, donc qui doivent quitter leur famille et aussi leur milieu pour venir faire des études supérieures. Et leur langue maternelle, c'est pas le français. Donc, quand ils arrivent pour suivre, mettons, François ou Steve, ils en arrachent un petit peu. Alors, on est là pour aider à bien suivre les cours, à bien suivre les études, à faire les travaux, à s'adapter aussi aux études en ville et tout ça. Et ça marche. Nos étudiants qui viennent des communautés, ils obtiennent leur diplôme, je vous dirais, plus ici au Collège d'Alma que dans d'autres collèges, en toute proportion gardée, bien sûr, quand on fait des statistiques. Donc, le Centre autochtone a le plaisir de recevoir aujourd'hui, pendant la semaine interculturelle, Madame Maïté Labrec-Saganache. Un, deux, oui. Donc, on va procéder sur le mode de la causerie. Madame Labrec-Saganache est originaire, en fait, du Québec. Elle est d'origine double. Elle est métisse. On va parler de son métissage tout à l'heure. Son papa est d'origine Cri, de la nation Cri, du village de Waswanipi, qui est le village Cri le plus au sud du Québec. Et sa maman est québécoise. J'aime pas employer ce terme-là parce que les Cris sont québécois aussi. J'ai toujours trouvé il manquait un terme quelque part. Mais donc, Maïté a 20 ans. Ça ne l'empêche pas d'avoir un parcours assez solide derrière la cravate. C'est une fille qui s'implique beaucoup au niveau social, au niveau politique. Et nous ne sommes pas les premiers qu'elle vient visiter pour parler de son parcours et pour parler de sa nation, mais aussi des droits autochtones en général. Donc, Wachia. Bonjour, en Cri, Wachia. Je suis très heureuse de te recevoir. Maïté, tu permets que je te tutoie? Oui, absolument. Merci beaucoup. Ça va nous faciliter les choses. Donc, la première question que je vais te poser, Maïté, c'est justement à propos de ton caractère de métisse. Est-ce que, vous allez voir, je vais lui demander quelque chose de bizarre. Est-ce que ça t'arrive de te sentir comme une pomme? Oui, exactement. Le fait d'être métisse, d'avoir été élevée en dehors de la communauté, quand je reviens sur ma communauté, étant donné que j'ai perdu ma langue et que je ne suis pas complètement Cri, il y a un certain racisme qui s'installe parfois. Les gens appellent ça dans les communautés des outsiders. Donc, étant donné que je réside à Québec, je suis allée à l'école à Québec, il y a des gens parfois qui me disent « Toi, dans le fond, t'es toute blanche. » Tu sais. Tu vas à l'école des Blancs, t'es une blanche. Rouge dehors, blanc dedans. Exactement. Puis, mais aussi, j'ai grandi dans une petite municipalité de la Côte-de-Beaupré qui s'appelle Bois-Châtel. Puis, il y avait des Noirs, là, il y avait des Asiatiques aussi, mais des Autochtones, on était les seuls. Puis mon frère et ma soeur, mon frère et moi, on a subi notre lot de petits commentaires, là, les Esquimaux, même que certains jeunes ont même été jusqu'à être violents physiquement avec mon frère et ma soeur. Donc, ça a été dur de grandir, de ne pas savoir trop où situer, étant donné qu'on n'était pas nécessairement accepté complètement dans les deux sphères de nos vies. Pourquoi tu penses, Maïté, que des jeunes s'en sont pris physiquement, violemment à
ton frère, par exemple, c'est quoi la motivation? On va parler de racisme, mais pourquoi envers les Autochtones? Ben, on apprend tellement, les jeunes ne sont tellement pas instruits au niveau de notre culture, d'où on vient, même du passé de notre peuple, que, mais bon, puis la presse qu'on reçoit dans les médias n'est pas toujours rose. Mon père, à l'époque, négociait beaucoup quand on s'est écrit, passait à la télé. Donc, il y a certains jeunes qui allaient répéter à ma sœur qu'est-ce que les parents avaient dit probablement. Ah, vous autres, vous ne payez pas de taxes, vous volez les Québécois, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai, ça, Maïté, que vous ne payez pas de taxes? Tu es bien chanceuse, toi. Non, mais les gens ne savent pas qu'on ne paye pas de taxes, seulement sur la communauté. Puis dans la majorité des communautés du Québec, bon, il n'y a pas grand-chose. Même que l'épicerie, parfois, il n'y a pas des aliments qui sont adéquats. Donc, des fois, il faut sortir de la communauté, aller faire une épicerie qui a quand même de l'allure. Donc, finalement, les taxes, on en paie ceux qui sont... Puis, il y en a beaucoup d'Autochtones qui ne sont pas en réserve, qui vivent à Montréal. Donc, au final, on en paie beaucoup des taxes. Comme tous les contribuables. Exactement. Donc, sur un salaire gagné dans la réserve, on ne paie pas d'impôts. Exactement. Mais les salaires, en moyenne, dans les réserves, sont 3 fois moins élevés qu'à l'extérieur des réserves. Donc, en fait, on ne paie pas d'impôts, mais même si on en payait, on n'aurait pas les moyens d'en payer. Et par contre, si tu travailles à l'extérieur, tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Oui, exactement. Mais il y a certains employeurs, des gros employeurs, admettons, à Val-d'Or, Carrefour, où il y a beaucoup d'Autochtones, parfois les employeurs vont faire certaines exceptions, mais si c'est en dehors de la communauté, la majeure partie du temps, on va payer les impôts. Bon, ça, c'en est un préjugé qu'on entend souvent. Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu as pu faire l'objet à un moment donné? Oui, mais c'est surtout sur l'alcool, les drogues. Si, mettons, j'allais prendre un verre avec des amis. Mon Dieu, t'es sûr que t'as le droit de boire, toi? Tu vires pas folle. C'est des petits commentaires, tu sais, les gens, je dis, mais non, c'est une joke, mais... On sent qu'il y a quand même un fond de... Sous couvert de l'humour. Exactement. Il faut savoir que jusqu'en 1970, la loi interdisait effectivement aux Indiens du Canada d'acheter et de consommer de l'alcool. Donc, comme s'ils avaient été mineurs. Hein? Mais c'est plus le cas maintenant, puis ils sont pas pires que nous autres. OK. Et puis, par rapport au fait que toi, tu n'as pas grandi dans une réserve, tu as grandi à Québec, mais ta famille, tu as de la famille à Waswanipi, tu dois avoir des cousins et des cousines de ton âge. Oui, on est une très grande famille. Du côté de mon père, ils sont 14. Donc, mes cousins, souvent, ils ont 40 ans. Mes petits cousins, ils sont plus vieux que moi. Donc, on est vraiment une très grande famille qui vivent... Il y en a beaucoup qui vivent à Waswanipi, il y en a d'autres qui vivent à Mistissini, Val-d'Or, Montréal, donc ils sont très dispersés. Okay. Puis est-ce que ton enfance, ta jeunesse, est-ce qu'elle a été très, très différente de ce que tu aurais vécu si tu avais grandi à Waswanipi? Absolument. C'est sûr qu'il y a des facteurs d'influence qui ont été moins présents. Tout ce qui est alcool, drogue, souvent ça commence très jeune dans les communautés. Puis c'est des choses qui sont devenues un peu banales aussi. Donc ça se fait tellement beaucoup que les jeunes sont rendus vraiment désensibilisés à ça. Donc c'est rendu normal, en guillemets, de boire. T'sais. Puis donc moi c'est sûr que j'ai pas été confrontée à ça. Moi j'ai grandi avec ma mère qui est là d'ailleurs. Puis donc j'ai eu ma mère qui était très stable aussi. Donc, il y a certains facteurs d'influence qui n'ont pas été là. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que, mettons, la jeune génération à Waswanipi, les gens qui ont ton âge, OK, eux, ils ne sont pas allés au pensionnat, ils n'ont pas vécu tous ces sévices-là qu'on imposait aux enfants. On prenait les enfants, j'imagine que vos profs vous en ont parlé, on prenait les enfants, tous les enfants du village, à partir de 4-5 ans, on les emmenait le plus loin possible pour qu'ils puissent, on disait, s'éduquer. Mais l'idée, c'était c'était écrit noir sur blanc d'ailleurs, de tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, il fallait que
L'enfant, en arrivant là, il n'avait plus le droit de parler sa langue. On le battait s'il parlait sa langue, on le punissait sévèrement. On lui rasait les cheveux, on brûlait ses vêtements. On séparait les frères et Et sœurs. on séparait les familles. Ils n'avaient pas le droit de se parler entre eux. Et finalement, ça coupait la ligne de transmission qui est tellement important pour nous les humains, pour tous les humains de la Terre. Je vais vous dire, imaginez, pensez à si votre maman, quand vous étiez petit, votre maman ou votre papa ou une personne adulte importante pour vous, vous a chanté des chansons quand vous étiez petit, une petite chanson pour vous endormir ou pour vous faire rire. Très souvent, cette chanson-là, c'est leur maman ou leur grand-maman qui leur a appris. Puis cette grand-maman-là, elle l'a appris de sa grand-maman, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, on remonte très, très loin dans notre histoire d'humanité. C'est ce qui fait de nous des humains, on a une identité, on peut se réclamer d'une mémoire collective et d'un héritage. Quand on brise ça, on brise l'humanité d'un groupe culturel. On brise son rapport à l'humanité. Donc, c'était le but des pensionnats et ça a eu bien sûr des effets terribles, considérables sur les gens qui ont été obligés de subir ces sévices-là. Et je ne parle même pas des violences sexuelles ou physiques, il y en a eu énormément, mais surtout des violences morales. Imaginez que vous partiez de chez vous à l'âge de 4-5 ans, puis jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'y a jamais personne qui vous dit « je t'aime », qui vous prend dans ses bras. On arrive poqué à l'âge adulte. Hein. Mais donc, toi, ta génération, ton papa, il est allé, lui, au pensionnat. Et ses frères et sœurs aussi. Mais ta génération n'est pas allée. Non. Est-ce que... Quels effets ça a... Je formule ma question. Quels effets ça a sur une génération de jeunes comme toi? Vous avez la télé, vous avez... Je pense aussi aux gens qui vivent sur la réserve. Ils ont la télé, ils ont Internet, ils ont accès à tout. Ils ont tout, sont bien. Est-ce qu'il y a un gros clivage entre la génération des gens qui sont allés au pensionnat et les jeunes de ta génération d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez des séquelles, vous autres aussi, de ça? Ben, c'est sûr que moi, personnellement, mon père a fait 10 ans dans les pensionnats. Puis, c'est sûr que ça a créé des personnes très renfermées, parce que ces personnes-là n'avaient pas le droit de manifester leurs émotions trop. Donc, c'est sûr que ça a créé il y a eu beaucoup de problèmes de communication entre mon père et moi. Même encore aujourd'hui, mon père, dans son travail, a aidé beaucoup de gens à se remettre de ces séquelles-là. Puis, bon, il y a eu la commission Vérité et Réconciliation, d'ailleurs, sur les pensionnats. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, en fait, ils ont, pendant 6 ans, cette commission-là, avec Justice Murray Sinclair, se sont promenés partout au Canada pour récolter des témoignages, en fait, de survivants. Donc, pour la première fois, c'est une commission qui était indépendante, puis ces gens, les survivants ne se retrouvaient pas en face d'une cour, donc ne se retrouvaient pas devant un juge. On n'avait pas peur de se faire juger, donc c'était vraiment pour que les survivants puissent dire tout ce qu'ils ont ressenti, comment ils se ressentaient, puis qu'est-ce que les effets que ça a aussi. Parce que c'est quand ils ont fait le tour des communautés, il y a beaucoup de survivants qui disaient « je fais la même chose que j'ai vécu à mes enfants ». Puis je ne suis pas capable de sortir de ce... Parce que ces gens-là n'ont pas appris nécessairement n'ont pas été aimés, donc aiment mal leurs enfants. Puis c'est un témoignage qui est revenu beaucoup, on ne sait pas comment se sortir de ce service-là. Donc ça l'a marqué. Mais bon, ma génération aussi, comme je disais, mon père n'est pas allé, mais beaucoup de jeunes de mon âge que leurs parents ne sont pas allés non plus. Donc c'est un peu un genre je dirais, de reste de la génération des survivants et des enfants des survivants. Donc, c'est sûr que là, après, les survivants sont revenus, il y a eu beaucoup de problèmes d'alcool, beaucoup de problèmes de drogue. Donc, là, ça a eu des effets même sur les gens sur ceux qui ne sont pas des survivants intergénérationnels non plus. Donc, est-ce que tu entrevois quand même une lueur? Est-ce que toi, tu peux observer que ça se résorbe un peu ou... Il faudrait...
parce que les soulevants sont sortis très fâchés du pensionnat, puis même encore ces gens-là sont très fâchés. Puis, mais il faudrait accepter que c'est passé. Pas nécessairement d'oublier, mais de tourner la page, puis là, se dire, bon, on regarde les problèmes sociaux qu'il y a dans les communautés en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, clairement, les gouvernements nous aideront pas totalement là-dessus. Donc, je crois que c'est assez clair que les gouvernements ont manifesté assez de désintérêt sur ce qui se passe dans les communautés. À partir de là, ça part de nous. Même Justin Trudeau? Justin Trudeau, ça se résume pas mal à des stépettes pour le moment. Justin Trudeau, bon, qui se dit grand ami des Autochtones. Bon, oui, on a une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, qui commence très lentement aussi, il faut se le dire. Mais aussi, il y a toutes les questions territoriales que Justin Trudeau a comme tassées. Bon, en campagne électorale, on demande à Justin Trudeau, est-ce que les Premières Nations vont avoir le droit de veto sur l'éoduc, le pipeline? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de veto sur le pipeline qui va traverser leur territoire? Justin Trudeau qui dit absolument, ah oui, ah oui. On repose la même question à Justin Trudeau il y a quelques semaines. Oh, ben on essaie de bâtir une relation de nation à nation. Non, la souveraineté, les traités, il faut les respecter. La souveraineté des peuples, déjà qu'on n'en a pas beaucoup en tant qu'Autochtones, il faut la respecter, puis c'est la seule manière, parce que notre identité est inextricablement liée à la terre, c'est la seule façon qu'on va réellement respecter les Autochtones. Et puis, là, on parlait de la jeune génération, puis bon, des problématiques qui se poursuivent. Donc, tu viens de proposer une des pistes de solution, c'est de rester attaché à la terre, de rester proche du territoire et de cette identité-là, qui est celle du territoire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour permettre justement à la jeune génération, parce que là, c'est vous l'avenir, c'est toi, là, puis les gens de ton âge qui allaient faire en sorte que les Premières Nations vont s'en sortir. Tu as raison, c'est pas les gouvernements, c'est les gens qui doivent se prendre en main.